Entre deux cas de Covid, entre des jauges réduites à 1000, voire bientôt à 100 spectateurs, cette soirée de hockey sur glace s'est tout de même déroulée. Il y avait 5 matchs au programme ce soir et on ne s'est pas ennuyé sur les différentes patinoires. Il y a eu du suspense, il y a eu des pluies de goals, il y a eu des gifs, des jolis gestes, des grosses erreurs défensives. Bref, tout ce qui fait un bon cocktail pour une soirée réussie. Nos invités sont là, Antoine Desclos, bien sûr Doug Boulanger, Stéphane est là. Et l'image du jour, c'est la claque reçue par Zurich, plutôt distribuée par Zug. On fire ce soir qui s'impose. Mais oui, 8-2 face aux Z. Oh oui, la joie zougoise ce soir, 8-2, imaginez face à Zurich. Une équipe qui s'était évidemment, c'était les soirées revanche ce soir. Zug qui s'était déjà imposé du côté du Stadion en fin de match, Stéphane, qui en avait mis 6 à Ludovic Weber, qui était dans la cage ce soir, une nouvelle fois, et qui a vécu une soirée vraiment cauchemardesque. Il faut dire qu'il y avait un junior, on a été obligé de laisser le gardien zurichois. Ouais, le gardien remplaçant, c'est un petit junior qui probablement n'est pas à ce niveau-là. Là. Donc, il joue en junior, donc la marche est haute. Là. Il ne joue même pas en Swiss League, etc. Donc, on a spéculé un peu que... Et puis, on a... Je pense que s'il y avait eu le Puella comme remplaçant, je pense qu'on l'aurait peut-être changé à 3-0. Question de changer le rythme, et puis aussi pour son mental, là, parce que Weber était en pleine confiance. Et ce soir, ça va être dur pour lui. Là. En 2 matchs? Oui, en 2 matchs. Moins d'un but par match avant, et puis là, il s'en prend 8 et 6, c'est ça? Ça, c'est la fameuse loi de la moyenne qu'il a rattrapée. Solide, il était à 97 il a baissé à 94,8 et on ne dit pas que c'est de sa faute, mais on dit qu'à un moment donné... Non, pour le protéger, comme tu as dit. Pour le protéger. Ça aurait été bien, mais là... Parce qu'ils feront le boulot dans le vestiaire. Non, parce qu'il n'a pas été aidé sur beaucoup de séquences. Non, c'est pas lui. C'est pas... On ne l'incrimine pas. Ils ne perdent pas à cause de lui. On allait voir les buts d'ailleurs. Il y a des sacrés beaux buts là-dessus. Mais je pense que ça aurait peut-être été bien 3-0. Si Abufelair était là, il n'y aurait rien changé. Peut-être pour changer le momentum. Exactement. Oui. En tout cas, pour tes stats personnels, quand tu es à 97 puis tu te prends 14 buts en l'espace de 2 matchs, ça fait un petit peu mal, en effet. Mais messieurs, replongeons-nous évidemment dans cette rencontre, tu l'as dit Stéphane, puisqu'il y aura des doublés ce soir, et notamment le premier. Et d'ailleurs, c'est son premier but en Suisse. C'est un certain Ryan McLeod. Regardez qui va profiter de cette perte de puck, Antoine de Johan Morand. Pas beaucoup de chance, le puck qui rebondit, on va mieux voir. Alors, pas beaucoup de chance ou pas beaucoup de... Pas bien joué. D'accord, non, mais complètement. Pour lui, là, Morand, on va dire qu'il a lancé le match pour Zug. C'est 100% sa faute. Très bien exécuté la fin, là, le goal, mais Morand, là... Un puck sautillant sur le back-end, c'est jamais une bonne idée. Mais enfin, il y a peut-être un autre jeu à faire pour cette passe-là. Quoi qu'il en soit, c'est 2-0 Tsender qui va doubler la mise. On est à la 6e minute de jeu, un puck qui revient. C'était à Steve, c'est un début de match, pour ça, t'as pas de bol. C'est l'arbitre qui remet. Le puck dévie sur le patin de l'arbitre qui ne peut pas faire grand-chose. Le joueur balance le puck par la... Il essaie de l'éviter, mais le puck remet directement devant la cage et c'est but. Ma foi, l'arbitre fait partie du jeu. Si le puck frappe l'arbitre et rentre directement dans le but, il n'y a pas de but. Mais s'il est dévié et repris de volet comme ça, c'est un but. Et 3-0 d'Albrecht qui va marquer le 3e. On a vu l'arbitre juste avant, il a levé le patin, il a évité une fois, mais la première fois, mais pas la deuxième fois, le puck. Il a ses 3-0, il reste une 42 à jouer. Je veux dire, le match est déjà plié, Doug. T'as pas de chance là, sur la séquence des 3 premiers goals. Là, c'est des erreurs monstrueuses. Puis ça commence mal. Ils ont très mal commencé. Puis là, courir après ça, le score contre une machine de hockey comme Zug, c'est compliqué, quoi. Hey, je reviens, double confrontation. Il s'était pris une série il y a 3 jours. Il commence le match sur le premier tiers. Il y a une grosse erreur, puis 2 fautes, t'as pas de chance. Okay, la soirée est longue. Les étoiles n'étaient pas alignées pour eux. Les astres n'étaient pas en leur faveur. Là, tu es à 6-0 parce que les 3 buts, Zug marque les 3. Il gagne 6-3 le dernier match et il marque les 3 derniers buts. Donc là, tu prends un 6-0 sur le partiel. Là, ça te fait... Je pense qu'à ce moment-là, le coach s'est dit, bon, ça ne va pas être ce soir. Donc, il y a des soirs comme ça, et c'est ce soir.
Magnifique, Steph. Ah, J'adore tendance quand à tu sors ta dire- boule de cristal comme ça. Ah, mais t'es coach, honnêtement, des fois, des soirs, tu te dis, bon, mon équipe joue pas forcément mal. Et là, on prend trois trucs comme ça, bon, on va passer à d'autres choses. Mais la soirée est longue, hein, derrière le banc, quand tu perds comme ça. Tendance à dire autant les prendre tous le même match. Là. Exactement, voilà. Et après, c'est derrière, on arrête. Ben là, il va être servi, là, du coup, puisqu'on va commencer, on va se retrouver à la 24e minute de jeu. On attendait une réaction zurichoise et c'est Dario Simeone qui va marquer le 4e assist d'Hoffmann et de Kovar. Joli but, hein, quand même, ça. Jolie pièce de jeu. Absolument, là, ils sont à côté. Hein. Zurich, l'exécution de Zug est magnifique. Allez, là, qu'est-ce qu'on fait? On va encore au goal, on peut juste mettre ça dans les bouquins. Ouais, Gehrig et Batlisberger qui n'ont pas connu leur meilleur match, hein, moins 3 ce soir. C'est comme ça. Et là, encore une fois, Weber, il ne peut rien faire. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun but, on peut dire, qu'il est responsable. Le but de l'espoir pour Zurich, marqué par Sigrist 2 petites minutes plus tard. Celui qui aurait pu, celui qui aurait peut-être dû relancer la machine avec un bon travail de préparatoire de Noro. Bonne entrée de zone de Noro qui a sens. Je pense que quand il est rentré dans la zone adverse, il a entendu crier derrière « J'arrive, j'arrive, j'arrive ». Le joueur crée le surnom, il drop le puck pour lui, il laisse le puck derrière. Sigrist, un tout jeune joueur, là, comme Simic. Sigrist et Simic sont les deux plus jeunes joueurs de cette équipe-là. Ils sont dans l'alternance 12e et 13e attaquant, mais ils performent assez bien. Geiser qui va marquer le 5e, le 5 à 1. Dans une position qu'on n'attend peut-être pas vraiment qu'il se retrouve là, on va dire, Doug. Ouais, très beau back-end croisé. Il s'est ramassé, il s'est fait oublier clairement. Puis il a montré qu'il avait des bonnes mains sur la séquence. On est à 5 contre 5 quand même. Regardez le nombre de Zurichois. Ils sont 4 dans le slot et ils en oublient un. Enfin, ils en oublient même 2. Alors, l'exécution de nouveau de Zug est parfaite. Hein. C'est en haut, c'est sur le back-end, c'est pas des choses faciles, mais Zurich est absent, quoi. Turkov va marquer le 6e but pour Zug, avec quasiment un assist de la bande. Et là, Ludovic Weber qui se fait battre pour la 6e fois de la soirée. Et bien, ceux qui ont marqué, la Turkov, McLeod, Geiser, Nico Gross qui est absent. C'est tous des gars que si la NHL reprend, ils vont partir. Hein? Donc, c'est une équipe qui pourrait être très, très affectée par le départ de ces joueurs-là. Hein? Donc là, tout roule. La Et NHL ou la AHL, parce que ouais, on la peut pas jouer, AHL, je ne suis pas sûr que ça va recommencer. McLeod, Geiser risque de rester là, Turkov aussi. On va voir. Mais si tout à coup, ça reprend de l'autre côté, le risque est grand du côté de Zug. On a parié, on a fait un calcul différent à Zug qu'à Berne, par exemple. Ah, Berne, oui, exactement. Bon, il y a Gaëtan. Gaëtan qui était absent ce soir. C'est vrai, qui était malade, annoncé malade. On ne sait pas pourquoi, ne nous demandez pas, on ne sait pas. On parlera des cas lausannois plus tard. Allez, on va se rendre en 3e période. McLeod, on va le retrouver. Il a marqué son premier but pour la 6e minute de jeu. On va le retrouver dans un doublé. Il transperce véritablement la défense zurichoise. Merci, au revoir. On a vu des cônes oranges, c'est ça, Doug? Ah non, il s'est fait prendre à contre-pied, donc ça tout s'est joué en zone neutre où ça s'est joué à la bande, puis il rentrait avec beaucoup de vitesse, puis c'était porte ouverte encore une fois, donc je pense que c'est la 6e ou 7e fois là, qu'on voit une séquence du genre sur ce goal. Et Dario Simeone, vous entendez le speaker qui annonce le but? Ça fait mal, hein, Antoine. Quand vous entendez le speaker encore dans la patinoire qui annonce le but, et tu t'en prends juste derrière le 8e, c'est terrible. Ah non, moi, je m'imagine sur le banc, là, changer. Mais c'est pas moi, vas-y, toi, c'est pas nous. Parce que les soirées sont très, très longues. Hein, je veux dire, on a tous vécu des soirées comme ça et c'est horrible. Hein, l'horloge, elle tourne pas, les minutes ne vont pas, les secondes sont arrêtées. Fou, c'est horrible. Simeone pour le 8-1 et puis Peterson qui va finalement sceller le score final de cette rencontre à 8-2. Mais regardez, on est à 5 contre 3. C'est un peu le barreau d'honneur pour Zurich. Voilà, dans une ambiance qu'on qualifiera de plus que feutrée. Quelques petits sifflets pour dire qu'il y avait de l'ambiance quand même dans un match à 10 goals, Steph. 10 goals entre Zug et Zurich. Écoutez, on a du jeu offensif cette année, puis des tirs au but. Je vous dis, la moyenne de tirs au but est super élevée. On a du jeu ouvert cette année, avec plein d'erreurs. Sympa, parce que moi, ça me fait des analyses faciles. Puis il y a des beaux buts, il y a du spectacle. Mais honnêtement, il y a des buts cette année. On a des joueurs de talent, et c'est tant mieux. Mais là, on parle de Zug qui ont gagné 8-2. Hoffmann a une passe. Marchini n'a pas un point. Klingberg n'a pas un point. C'est génial. Ah, ça veut dire que les employés de soutien ont fait le job, là. En guillemets, les employés de soutien, McLeod, c'est un étranger, mais c'est un jeune joueur, 21-22 ans.
Non, c'est que veut dire qu'il y a de la qualité quand même chez nous. Il y a l'aura. Tu l'as dit, c'est fermé de l'autre côté. Quand ils vont repartir, ce sera peut-être moins bon pour Zug. Mais c'est là, ils sont ici, puis on voit quand même que c'est des joueurs qui apportent. Alors, sur toute la soirée, là, ceux qui arrivent depuis la NHL ou la AHL, qui essayent de faire le pas, c'est quand même des joueurs qui ont du talent. Ils ne sont pas par hasard là-bas. Oui, mais il y a quand même là, le facteur qu'il y a énormément de revirements. Là. C'est monstrueux, comme on voit depuis le début de la saison. Beaucoup de grosses erreurs, puis qui font que les joueurs se ramassent tout seuls, puis ils ont du temps aussi pour prendre des bons tirs de qualité, puis c'est ce qui fait, je pense, qu'ils touchent la cible. Donc, Et rappelez-vous, hein, il y a eu, attendez que je me 14 pénalités distribuées lors du match d'avant. On en a parlé en début de soirée, il y avait le cross-check de Sgragan. Ouais. Il y a eu une physionomie de match, c'était vraiment tendu du côté du Hallenstadion hier soir. Là, ils ont joué hier soir, il faut se rappeler, c'était pas mardi non plus. Ouais. Tu te retrouves comme ça. Ce qui est plus étonnant quand même, c'est qu'on a un coach du côté de Zurich qui doit détester ce genre de défaite. OK, il vaut prendre les 8 buts d'un coup, moi je suis d'accord. Tu es d'accord, Steph, on connaît Rikard Grönborg. Ça, c'est le genre de défaite, ça, qui veut dire, attends, moi j'ai une Ferrari, là, c'est pas pour faire le tour du pâté de maison. Et, Encaisse 14 buts en 2 soirs, là, là je pense qu'il y a quand même quelque chose à dire. Il y a eu des grosses erreurs quelque part. On ne peut pas trop blâmer le gardien, malheureusement, pour Weber. Là, ça a été dur pour lui, mais là, je pense que là, il y a une petite... pour mettre Zurich au milieu du village. Ouais, puis Zurich va revenir aussi avec probablement un plan pour travailler son système défensif, bloquer des shoots, puis essayer de retravailler tout ça, parce que 14 buts en 2 matchs, comme Steph dit, c'est monstrueux. Ça fait beaucoup. Après, il ne faut pas... On a Zug en face, que ça fait 4 ans qu'ils évoluent dans ce registre. On va de l'avant, on essaie de marquer, et quand ça rentre, ça rentre. On leur a reproché ça parce qu'ils n'arriveront pas au bout, parce qu'ils sont trop offensifs, trop généreux dans leur jeu. Puis là, ils ont éclaté Zurich. La semaine passée, à la maison contre Lausanne, ils ont tout fait sauf marquer des buts. Hein? Lausanne s'en est bien tiré. Le lendemain, à Ambry, ils vont gagner chichement, n'arrivent pas à marquer des buts. Ouais. Là, ça a éclaté ce week-end. Voilà. C'était tout pour ce soir. Voilà, on profite du côté de Zug. Voilà. Stéphane, tu as parlé de Lausanne. On va en parler justement du Lausanne Hockey Club qui recevait du coup Ambry. Lausanne qui s'était imposé après prolongation. Mardi, du côté de la Valachia. Du côté de la Vaudoise Arena, c'était surtout 2 retours. Retour de Joe Joris dans l'alignement. Et Corey Conacher qui faisait lui aussi son retour à la place de Charles Hudon. Et on a appris... Par les médias québécois. Oui, qui a été repris après par les médias ici. Qu'en fait, Charles Hudon a été en quarantaine préventive parce qu'il avait côtoyé quelqu'un qui avait le coronavirus. Voilà. Donc, c'était étonnant. Quand on a vu Charles Hudon surnuméraire, on s'est dit « Oh, il y a 2 matchs de suite ce week-end. » Mais non, ça ne joue pas demain. Qu'est-ce qui se passe? Conacher, la semaine passée, c'était pas ça. On ne savait pas trop. C'était personnel. On l'a éloigné du vestiaire préventivement. Et ça, c'est le luxe des équipes qui ont 5 étrangers. Beaucoup exactement. Ou le coup de bol qu'on joue vendredi et puis pas samedi, parce que du coup, il aurait dû aller se faire tester. Puis si ça se trouve, l'équipe est en quarantaine à partir de la semaine prochaine. J'en sais rien. Je dis si. Tu dis ça, tu dis rien. Mais ceci ne nous regarde pas. Absolument, pas encore. Mais comme l'information devrait tomber là. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les équipes cachent des cas ou disent tu dis pas un mot pour ne pas être mis en quarantaine? On ne le sait pas. Mais est-ce que ou d'autres équipes, par exemple Viège ou Sierre, pour nommer que ceux-là, qui se disent, nous, tant qu'à jouer à la maison devant des gradins vides à huis clos, on a des cas de coronavirus, l'affaire, elle est belle, on ne joue pas, on ne perd pas d'argent pour jouer à huis clos, puis on mettra le match à plus tard. Moi, je ne sais pas, c'est une si on suggestion. Dit ça, imagine bien les pauvres Biennois qui auraient pu finalement être en quarantaine là, pendant 10 jours. Ils n'ont pas été. C'est-à-dire pas disputer ce derby bernois devant 1000 personnes et puis pas être obligé peut-être de jouer à huis clos. Enfin, 3 fois cette semaine. Exactement, tu l'as dit. Parce que le médecin cantonal a dit non, vous avez un cas de Covid, mais vous pouvez jouer parce que vous avez un excellent plan sanitaire. Peut-être qu'on va le rappeler, le médecin cantonal. C'est plus grave qu'on pensait le cas de Covid. C'est possible, oui. On ne sait pas. C'est un peu ubuesque comme situation. Doug a beaucoup d'infos, mais il ne va pas nous le dire. C'est-à-dire, Doug? Non. Sérieusement, je pense pas qu'un club de je pense pas qu'un club de Ligue nationale va mettre son staff puis ses joueurs en danger. Donc, c'est ça. Je pense qu'il se protège de ce côté-là. Puis, espérons que tout le monde joue le jeu. Oui, c'est plutôt la suite, de toute façon, des décisions, etc., qui sont prises. Au prochain épisode. Exactement. Et ça sera demain. Le prochain épisode, c'est ça ne s'ennuie jamais. Allez, revenons au match, s'il vous plaît. Vous savez évidemment, et vous connaissez les retours du côté de Lausanne, que c'est Konz dans la cage du côté d'Ambry, Piotta.
Pas de but lors des 20 premières minutes de jeu et un certain Denis Malgin qui va profiter du travail préparatoire de Gibbons qui a été armé de patience, dirait-on. Hein, Doug. Ouais, tout d'abord, ça commence avec Conacher, un bon chip pour l'entrée de zone. Gibbons qui a été patient, qui a contourné. On a parlé avant du plongeon qui était tôt et à l'extérieur. Puis magnifique passe soulevée de Gibbons sur l'action qui trouve Malgin dans le slot, qui rate pas sa chance. Et le deuxième, marqué par un certain Berchi, une passe lumineuse d'Abner et Berchi on fire, qui retrouve quand même, Antoine, une sacrée dose de confiance. Ouais, puis bon, moi, c'est un joueur que j'apprécie fortement. Pas parce qu'il est fribourgeois, mais parce qu'il est bon, je l'ai dit, au moins c'est bon. Et puis, il a des super appels de puck quand il coupe la ligne bleue. Il faut aussi le défenseur qui le voit, qui est capable de mettre le puck. Et là, on voit, il se fait quand même taper dans les jambières, il tombe à genoux, il arrive à quand même glisser la rondelle. C'est joli, quoi. Avec la réduction du score, signé Michael Ngoy. En effet, Michael Ngoy qui a marqué son but de la saison. Imaginez Michael Ngoy qui est rarement au niveau des tableaux des buteurs. C'est pas vraiment son rôle, c'est pas un défenseur offensif non plus. Et la joie partagée évidemment avec ses coéquipiers pour l'ancien fribourgeois. Et surtout, Michael Ngoy, messieurs, 1000e match et but. Moi, je trouve que ça mérite en effet une standing ovation pour lui. Surtout, non mais franchement, 1000e match, c'est pas tous les jours dimanche et en plus but. Et contre son club. Et contre formateur. En plus. Alors, du spectacle quand même. Les grandes occasions, le 1000e match, il marque pas souvent, mais quand les grandes occasions, il est là. Magnifique. Mais le match en Ligue nationale, c'est tout un exploit. Puis je pense que ça mérite d'être souligné pour Mika. Ouais, bon 1000 travail. matchs, messieurs, 1000 matchs, imaginez. Ils sont peu à avoir passé la barre, merci beaucoup, ça méritait une standing ovation. Chapeau l'artiste, évidemment, pour ces 1000 matchs et puis pour ce but. 2-1 après 40 minutes de jeu, il fallait un vainqueur dans cette rencontre. Ça a été véritablement passionnant aussi jusqu'à la fin du match. Puisque regardez, on est à 4 contre 4 et c'est Lausanne qui va prendre 2 longueurs d'avance grâce à Berchi, un puck récupéré par un certain Joe Joris qui faisait son retour, Stéphane, excellent derrière travail. le goal. Et là, moi j'ai envie de dire, on retrouve le Berchi chasseur de but. On parlait avant le match de son succès depuis le début de la saison avec 14 % d'efficacité. Là, il marque, je pense, dans ce match, 2 goals sur 3 shoots. Ça lui fait à peu près 25 % depuis le début de la saison. Donc, 4 goals déjà, c'est bon pour la confiance. Ah tiens, tu parles de buteur, Nettinen, Stéphane. Et Je pense que tous ces buts qu'il a marqués, il les a marqués comme ça depuis le début de l'année. Un peu comme Kubalik, hein, il est là, ils sont one-timer. Et lui aussi, sort c'est son comme 4e de la Il saison. sort comme un boulet de canon, il a des bonnes mains. C'est pas un gars qui a des grands pieds, mais pour le grand pied dans le sens où vitesse de pied, hein, c'est un gros grand bonhomme, mais comme on dit, il shoot le puck. Ouais. Wow. Shoot le puck, les gars. ouais, puis Eddie, pour la confiance, on nous l'a vendu comme le remplaçant de Kubalik. Et puis nous, à chaque fois qu'on nous vend quelqu'un comme le remplaçant de Kubalik, on fait ouais. On va voir. Là, il est sur une allure de 40 goals. Hein? Moi, je dis ça. Ouais. Ils ont souvent la main heureuse en Brie. Hein, ils vont trouver des perles, on ne sait pas comment. Écoute, C'est vrai. c'est le caractère, c'est les habitudes de travail, puis ils nous ont habitués à ça. Même moi, j'y croyais pas trop en début de saison. Ils accrochent tout le monde depuis le début. Donc, chapeau encore une fois à M. Tchereda et à René Matt qui, année après année, ont des équipes qui compétitionnent. Puis ça fait Absolument. plaisir à voir avec les moyens qu'ils ont. Avec les moyens qu'ils ont, c'est étonnant. Mais il faudra qu'ils accrochent un petit peu plus de points que ça parce que là, ils ont 3 matchs de suite en prolongation, ils perdent. Donc, ça fait 3 points sur 9. Ce soir, ils accrochent Lausanne, mais ils perdent. Donc, ça fait 3 points sur 12. Les autres années, ils accrochaient, mais ils accrochaient des points. Là, ils n'accrochent pas tant de points que ça. Mais Les autres années, ils ont eu beaucoup de blessures. Là, ils vont peut-être avoir des pauses qui vont leur faire du bien aussi. Donc, on ne sait pas. Hein. c'est une équipe qui mise beaucoup sur le high tempo, la vitesse, l'engagement. C'est une équipe qui est très, très en forme. À l'été, le mois d'août, je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir à Ambry. Je me souviens d'avoir parlé à René Matt certains soirs du mois d'août. Il y a une petite voix au téléphone. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Je suis crevé. On va 2 fois par jour sur la glace, 2 fois au fitness. Ils font un entraînement d'été. On parle de celle de Davos, mais celle d'Ambry, c'est un entraînement d'été de malade. Puis il a dit, si on n'est pas plus en forme que les autres, on n'a aucune chance. Tu parles de mon forme, tiens, on va écouter après ce doublé et puis cette victoire, l'interview de Christophe Berchi. Christophe Berchi, victoire 3-2 contre Ambry, avec un doublé pour vous. C'est quelque chose qui vous fait du bien, hein, après un début de saison qui a été un petit peu difficile. Oui, au niveau des points, ça a été un petit peu difficile. Après, je me sentais très bien en jouant les matchs, mais c'est vrai que ça fait du bien aujourd'hui de pouvoir aider l'équipe comme ça.
Si on vous dit que Lausanne aurait pu se mettre à l'abri plus vite, vous êtes d'accord avec ça? C'est quoi l'abri? Se mettre à l'abri, ça veut dire prendre plus de buts d'avance pour être tranquille dans la fin du match? Bien sûr, on aurait pris ça, mais après, tous les matchs, c'est différent. Et puis, il faut jouer 60 minutes, quoi. Et quels seront les enseignements qu'on peut tirer de cette rencontre gagnée un petit peu à l'arraché? Que même si les matchs ils sont serrés, on sait comment gagner. Déjà mardi à Ambry, on a gagné la prolongation. Je pense que ça, c'est un truc qu'on peut prendre. Et puis, je pense qu'on a joué les 60 minutes assez solides. Il y a 2-3 trucs qu'on peut faire mieux, mais je pense qu'on est en bon chemin. Puis un dernier petit mot sur le millième match de Michael Ngoy. Vous vous rappeliez tout à l'heure qu'il était à Fribourg-Gotteron lorsque vous étiez junior. Quel souvenir vous en avez? Oui, j'ai appris avant. Bien sûr, je l'ai félicité. C'est quand même un grand truc à voir. Quand j'étais jeune, de le voir jouer, j'étais dans les rangs de spectateurs, je l'ai vu jouer. Et puis maintenant, je joue contre. C'est quand même un truc impressionnant. Merci Christophe. Merci beaucoup. Sympa, hein, le petit clin d'œil de Christophe Berchi à Michael Ngoy. C'est le privilège quand tu passes la barre des 1000 matchs. Tous les joueurs en général qui te saluent quand même. Exactement, c'est sympa. Écoutez, 1000 matchs, c'est quelque chose. Là. C'est la longévité, c'est les blessures, c'est la condition physique, c'est l'hygiène de vie. Chapeau quand même. Juste une dernière statistique intéressante sur Lausanne ce soir pour montrer qu'Ambry, quand pas démérité, Lausanne a bloqué 21 shoots ce soir et Ambry a tiré 32 fois. Donc, voilà. Mais pas assez proche, messieurs, ça compte pas. Hein? Non. Pas de points. Mais par contre, il a dû en bloquer quelques-uns, justement, des shoots. Tu l'as dit, il a passé à la barre des 1000 matchs ce soir en National League. On va écouter tout de suite à l'interview Michael Ngoy. Michael Ngoy, une défaite à Lausanne pour ce 1000e match en Ligue nationale. Vous avez quand même montré qu'il y avait des beaux restes sur ce but. Ouais, on essaye de faire de la résistance. Non, c'était une surprise pour moi parce que je ne le savais pas. J'avais fait les calculs dans ma tête quand le calendrier est sorti, donc je me retrouvais un petit peu au début du match, un petit peu nerveux parce qu'on me l'avait annoncé 5 minutes avant d'entrer sur la glace, donc j'ai eu le temps de prévenir personne. Non, mais on essaye de se maintenir en forme et puis content de voir qu'on a encore de bons restes. Puis rentrer dans ce club-là, c'est quand même assez fermé, 1000 matchs de Ligue nationale. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait bizarre parce que à la base, quand j'étais jeune, j'étais jamais parti pour faire une carrière de hockey. J'étais pas du tout mon objectif. Je me suis dit, le premier contrat est arrivé de 2 ans. Je me suis dit, je fais ce contrat de 2 ans, puis ensuite je continue mes études. Donc c'est pas du tout mon but. Et puis 20 ans après, je suis toujours là. Donc ça me fait assez rire, mais pourquoi pas, l'histoire, elle est sympa. Puis elle est d'autant plus sympa que ça se passe ici à Lausanne. Alors c'est dans une patinoire que vous n'aviez pas connue à l'époque, mais quand même, vous marquez. C'est parfait. Ouais, c'est un joli clin d'œil. C'est vrai, comme je l'ai dit, je ne l'avais pas prévu ici. J'ai juste eu le temps d'envoyer quelqu'un, d'envoyer un message à ma famille pour dire de regarder ça. Donc le clin d'œil est sympa et c'est vrai que faire ces 1000 matchs là où j'ai commencé, c'est vraiment cool. Merci et félicitations. Merci beaucoup. C'est peut-être de notre faute en fait, messieurs. Quoi. On est allé à la pêche au renseignement avant le match. Bon, tous les médias étaient allés à la pêche au renseignement. Et on a demandé à des personnes du staff d'Ambry de refaire les calculs pour savoir, Steph, si c'était pas le 1000e match de Ngoy ou pas. Tu as dû lui dire « Hé, c'est ton 1000e match ce soir !» Tout le monde le sait maintenant, ils vont le dire à la télé. Mais Michael Ngoy, je peux faire une parenthèse, c'est un gars très intelligent. C'est un gars posé, sensé, très, très intelligent. Heureusement qu'il a de l'humour, parce que commencer l'interview en disant « il y a de beaux restes », c'est presque dire, monsieur Ngoy, vous avez mis, vous arrêtez maintenant dans tout. Puis là, il rigole avec, c'est marrant. Il y a de beaux restants, il joue encore, il n'est pas là par hasard. 1000 matchs en effet pour lui, pour Michael Ngoy. Et puis alors, il faut prévenir la famille plus souvent, parce que si à Gaulle à chaque fois, ça peut être pas mal. Messieurs, on va parler de Berne-Bienne. C'était notre match studio, bien sûr, ce duel bernois. Et Stéphane, avant de parler de cette rencontre, de savoir ce qui s'est passé ce soir, on a voulu s'intéresser à la défense biennoise, à certains défenseurs biennois, au niveau de leur temps de jeu aussi, depuis le début de la saison. Ouais, écoutez, Bienne va pas très bien, on l'a dit. Et là, il y a beaucoup de... Évidemment, quand une équipe ne gagne pas, il y a un peu des mécontents dans l'équipe. Il y a un nouvel entraîneur. Et comme Doug l'a dit, on va l'engager parce qu'on voulait qu'il garde le même système que Tormainen, mais il a changé pas mal de trucs. Et il y a l'utilisation de certains joueurs fait des malheureux. On va regarder ça ensemble. Regardez le tableau. Ça, c'était avant le match de ce soir.
Quel est le défenseur le plus utilisé? C'est Moser. Il jouait 17 minutes 13 l'année dernière. Cette année, c'est 20-25. C'est plus 3 minutes par match de temps de jeu en moyenne. C'est beaucoup. Et la différence pour lui, c'est qu'il est utilisé sur le power play. Et oui, Moser est sur le power play. Il a fait des points en début de saison. Maintenant, ça se tasse un petit peu. Radgeb, regardez, son temps de jeu a diminué de pratiquement 3 minutes. Il joue pratiquement plus à 5 contre 5. En tout cas, il joue beaucoup moins à 5 contre 5 que l'année dernière. Il joue pratiquement pas à 4 contre 5 non plus. Donc, il est utilisé essentiellement en power play. On essaie de le cacher beaucoup. Il l'a dit très mécontent. Et Forster également, regardez le temps de jeu du vieux Beat Forster, qui est encore assez efficace, presque de moins 2 minutes 51 par match, presque moins 3 minutes aussi. Et ça fait, évidemment, quand une équipe ne gagne pas, ça fait des tensions. On dit que Radgeb est plutôt mécontent de son sort. Forster, on n'en sait pas trop. Et là, Moser prend beaucoup de place et ça créerait, semble-t-il, un certain malaise. On sait que Fuchs est en renégociation de contrat. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis le changement d'entraîneur qui fait que Bien peut être dérangé à l'interne. On est étonné parce que le chef technique, là, Steinegger, a fait un personnage qui fait un super boulot humainement. Et puis, il n'arrive pas à régler ces choses en interne, là. Hein, si ça sort, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Si ça sort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas juste. Alors, des mécontents, il y en a toujours dans la vestiaire, bien heureusement. Hein, parce que ça veut dire que les gens veulent leur place. Ça veut dire qu'il faut se battre pour. Radgeb, c'est un talent à l'état pur. On l'adore offensivement. S'il joue moins, il va être nerveux et il savait en engageant. Ça fait partie du deal. Moser qui prend la place. Foster, il prend du temps, de l'âge. Puis si on regarde aujourd'hui sur les statistiques, hein, on parle de statistiques, eh bien, Nabi Foster et puis son binôme en défense finissent à -4. Ouais. Donc, ce n'est pas les jeunes qui se font écraser. Il faut relativiser un petit peu parce que quand on regarde bien comment ils jouent en ce moment, ils prennent des risques, ils sont toujours en train de pincher à l'extérieur, ils ouvrent le jeu, et puis là, pour toi, c'est le changement de style? Le changement de style, il fait que soit ils sont en train de s'adapter, puis c'est un peu plus compliqué ou un peu plus long que ça devrait, puis ça fait que défensivement, ils ont l'air désorganisés. Mais là, aujourd'hui, on avait des trucs où le timing entre les joueurs de sortir sur le box ou bien de forcer quand c'est pas le moment, c'était assez flagrant. Puis je suis pas si inquiet pour Bien, mais il faut que gentiment, là, il y ait une restructuration au niveau de leur défensive de zone parce que c'est assez porte ouverte. Vous savez, quand une équipe ne gagne pas, il est mécontent. Valentin Nussbaumer a joué comme au centre du troisième bloc aujourd'hui, mais son temps de jeu était plus que limité, n'a pas mis le pied sur la glace lors du dernier match. Donc, c'est pas facile pour lui. On veut développer un jeune. Si tu ne donnes pas de temps de glace, c'est compliqué. On donne beaucoup de temps de glace à Tanner, qui, à mon avis, excuse-moi, mais je pense qu'il n'est même pas comparable avec Nussbaumer. Alors, il y a des choix d'entraîneurs qui font des malheureux, et puis Lindbaum qui ne joue même pas une seule seconde sur le power play. Oui, on est d'autant plus étonnés qu'ils ont toujours fait des choix audacieux avec les jeunes ou la construction d'équipe qui a toujours marché. Puis cette année, c'est drôle, oui, hein, il y a du changement de style, on veut pincher et tout, mais quand ça va un peu moins bien sur la glace, le vestiaire va de toute façon un petit peu moins bien. Je me fais pas du souci non plus. Hein, pour Bien, ils vont revenir. Il y a du talent. Hein, je veux dire, entre un Fuchs et un Brunner, on a offert, on a vu ce qu'il est capable de faire. Les gardiens, ils sont pas mauvais, bien entendu. Donc, j'ai pas trop de soucis. Il faut qu'ils refont un petit peu. Pas oublier que les gars sont aussi sur dernière année de contrat. Il y en a quelques-uns. Donc, l'image de l'équipe peut vite changer. Ça joue dans les têtes. L'histoire de négocier en pleine saison, quand une équipe pour laquelle tu joues, tu as fait une offre un peu à la baisse ou pas ce que tu veux, alors ça te joue entre les deux oreilles forcément. Tu dis, ils me veulent plus. Voilà, et puis là, tu as la tête ailleurs, puis ton agent t'appelle, puis il dit, là, j'ai telle offre, j'ai discuté avec tel club, mais là, on ne sait pas. Forcément, ça perturbe. Mais juste avec la pandémie aussi, c'est un autre facteur. C'est complètement, là, on est dans l'inconnu, puis c'est autre chose. Oui. Vous savez, on peut toujours bien se voir après une victoire 6-0 à domicile face à Lausanne, peut-être un peu trop beau. Parfois, on se voit un peu trop mauvais après une défaite 6-0 à Berne. Ça a été le cas ce soir. On va replonger dans le match si vous le voulez bien, messieurs. À noter le retour de Karunen dans la cage bernoise et c'est Pope qui était une nouvelle fois dans celle de Bienne. On a entendu le bruit du casque sur cette ouverture du score, Stéphane. Parce qu'après, Pope va se plaindre, justement, pour dire qu'il a reçu un shoot. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce que peuvent faire les arbitres? Si l'arbitre juge que le gardien n'est pas en mesure de faire l'arrêt, donc il est sonné par le tir. Et à une certaine époque, c'était automatique. Pas que dans le masque, on arrêtait le jeu.
ce que je trouvais ridicule, parce que la majorité des joueurs, les masques protègent quand même bien les gardiens, mais de temps en temps, si l'arbitre juge que le gardien est sonné, ben, il peut arrêter le jeu et c'est à la discrétion et au jugement de l'arbitre. Et là, pour moi, c'est difficile parce que Pope reçoit le puck dans le masque, il ne bouge pas, reste en position, il ne s'écroule pas sur la glace, donc je comprends l'arbitre de ne pas avoir ça. C'était le 1-0 de Pestoni, on voit le 2-0 signé Gerber. 2-0 donc pour Berne, qui va appuyer véritablement sur l'accélérateur dans cette deuxième période après un premier tiers qui s'était soldé sans but. Puis la Pope qui laisse échapper ce puck un peu compliqué aussi. Ouais, il était complètement marqué, je pense, sur la séquence. Puis c'était encore une fois un turnover en zone neutre qui a coûté la contre-attaque de l'autre côté. Pour revenir sur le cas des gardiens, vous êtes d'accord avec l'analyse de Stéphane? J'écoutais beaucoup d'intérêt. Moi, je vois que Pope ne se plaint pas avant d'avoir encaissé le but. Ouais, il continue à jouer. C'est vrai parce qu'il y a aussi pas mal de gardiens aujourd'hui qui n'hésitent pas d'arrêter de la tête. Hein. Donc, on a changé la règle, ce que je comprends. Mais souvent, c'est comment tu le vends. S'il lève les bras ou il y a une réaction qui fait que l'arbitre réagit. Ouais. Là, sur la séquence, il n'y a pas eu de réaction. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que les arbitres ont laissé jouer. C'est la seule chose que je peux voir. Moi, je comprends. Je comprends la réaction des arbitres. Quoi. Moi, j'arrêterais pas. J'aurais pas arrêté le jeu non plus. Moi, j'étais très, très dur à arrêter le jeu. Il fallait vraiment que je sente que le masque était détaché. Mais même là, s'il reçoit un puck dans le masque se détache derrière. Il y a une courroie qui s'enlève et il y a une chance immédiate de marquer et qu'on juge que le gardien n'aurait de toute façon pas eu le temps de revenir, on peut accorder le but quand même. Ça, il faut noter ça. S'il l'a perdu complètement, non, mais si c'est simplement détaché. Donc, il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Et ce qu'on a voulu éviter, c'est des années où à chaque fois qu'un puck arrivait dans la bavette, là, la protecteur du cou, vous vous souvenez, ce qui est attaché ici avec deux lacets, là, puis à chaque fois qu'il y avait un puck qui arrivait dans le cou, masque ou le cou, on arrêtait le jeu. C'était trop facile. Trop facile et certains gardiens très malins, et Dieu sait qu'il y en a, utilisaient ça. 2-0 donc à ce moment-là du match, et Bienne qui va connaître une de ses plus grosses occasions de la rencontre. C'est peut-être un des points tournants en effet. Regardez les Biennois qui vont se retrouver à 2 contre 1 essai offert là. Quelle grosse possibilité, et Doug. Alors évidemment avec des si, on fait des rencontres, on fait paris en bouteille, etc. Mais là, c'était peut-être l'occasion manquée pour lui. C'était pour revenir dans le match. Puis sur la séquence, c'était Anderson qui avait commis l'erreur. Puis malheureusement, Bienne n'a pas pu en profiter pour se remettre dans le match. Et Caronon, il fait le gros arrêt, là, évidemment. Ça, c'est un point tournant du match parce qu'à 2-0, Bienne a eu des chances de marquer. On n'en a pas profité. Et là, s'il marque le 2-1, c'est un tout autre match. Garanti. Alors, on marque le 3-0 derrière. Exactement, le 3-0 signé Henauer, qui avait déjà été buteur mardi du côté de la Tissot Arena. Ce Henauer, là, Steph. Un très bon joueur, très mobile, défenseur offensif, pas un gros gabarit. Il me fait penser un peu à Blum à ses jeunes années. Quand même bonne vision du jeu, peut-être un petit peu plus grand que Blum. Et regardez, il est très malin. Regardez, tous les joueurs de Bienne sont du côté de la rondelle. Tout le monde regarde la rondelle. Et Henauer se glisse derrière offert. Et cette ligne-là, ce soir, là, Rayala et Ulstrom sont moins 4. Et Chervet, qui va marquer le 4-0, buteur lui aussi du côté de la Tissot Arena. Dans ces doubles confrontations, on a beaucoup vu, chaque fois un peu les mêmes. Hein. Tristan Chervet était excellent en début de match. Il méritait d'être mieux payé sur quelques séquences. Puis là, c'est son travail qui a payé. Puis ça fait du bien aussi à Dustin Jeffrey qui a connu un très bon match. Ce bloc-là était excellent. Quelques petites passes faciles ce soir pour Jeffrey. Oui. 2 points pour Jeffrey ce soir, 2 assists. En effet, 4-0 après 40 minutes de jeu. On se retrouve en 3e période. On attendait un sursaut d'orgueil biennois qui n'aura pas lieu. 51e, c'est l'ami Brighton qui va aller marquer auteur d'un doublé du côté de la Tissot Arena qui se retrouve tout seul. Regardez, on joue depuis 33 secondes. Et là, Antoine, on se dit que la 3e période va être longue, très longue. Absolument, non, mais on revient là, je suis un bout en arrière là. Bienne loupe le 2-1, puis ils se prennent un 3-1, ils sont tous à la rue. Tous désorganisés, on est 5 joueurs de Bienne dans le coin, donc c'était pas le match de Bienne. J'ai pas un souci pour Bienne pour le reste de la saison, bien entendu, mais on voyait pas comment Bienne pouvait revenir contre Berne, et Berne, après 30 secondes, il met un but. On est bon, on était au café après, hein, c'est bon. Chironi pour le 6e, avec la Messédite évidemment. Une roue de vélo, comme on dit au tennis, 6-0. Un match à oublier. Puis du côté de Bienne, ça se précise, messieurs, Bienne, Pouliotto dépendant quand même ou pas? Parce que même Rayala, il se crée des occasions, mais il n'y a pas
On voit beaucoup quoi, le bloc de Brunner, Kunti, Kunsley, c'est un peu celui qu'on voit le plus. Marc-Antoine Pouliot, il ne faut pas oublier, c'est une pièce maîtresse au centre du côté de Bienne. Il est bon sur les engagements, défensivement, il joue des grosses minutes. C'est un joueur d'impact. Puis là, on voit qu'il manque à cette équipe clairement. Il ne faut pas oublier que Pouliot, c'est un gars qui, offensivement aussi, est capable de générer énormément. Puis je pense que ça, ça manque. Très, très important. Rayala s'ennuie de... Alors, aucun doute, mais ça ne va pas empêcher les erreurs défensives, puis de pincher à gauche, à droite, puis être dans le flou. Parce que ce soir, si vous regardez les... Sans aucun doute, mais même si tu mets Pouliot là, puis que tu pinches comme des fous, puis que dans la zone, tu t'arrêtes pas, le pauvre, il va faire partie du lot, tu vois. Si on regarde les chiffres ce soir, c'est un non-sens. 6-0. Pourtant, Bienne a dominé au titre de chapitre des lancers, 29-28. Pas une grosse avance, mais quand même. 18 tirs non cadrés, et puis Berne a bloqué 13 tirs. C'est énorme, là. Ils ont largement dominé. Si vous prenez le Corsi relatif ce soir, vous êtes attendez. Selon les chiffres, Bienne aurait dû gagner ce match-là, ou en tout cas être dans le match. Mais non, 6-0. Donc, il y a eu beaucoup de réussite. Mais ce qu'on a mal fait du côté de Bienne, on a analysé, c'est qu'on a donné beaucoup de revirements. Et puis d'où ils ont tiré aussi. Hein? Si on avait notre... tirs du slot. Enfin, c'est pas le Bienne qui nous a fait rêver l'année passée. Là, aujourd'hui, ils n'étaient pas dans le coup. Le mardi, ils ont joué contre Berne déjà. C'était beau le match, hein, de nouveau. Hein. Ils ont loupé, je disais, au premier tiers à un moment. Aujourd'hui, ils n'étaient pas là. Puis il y a de ces erreurs. On se pose la question, justement, le changement de coach. Si ça prend du temps à jouer, hein, tu l'as relevé, Doug, si ça prend du temps à s'acclimater. On va écouter une réaction justement du HC Bienne après ce naufrage du côté de la capitale. On va écouter la réaction de Valentin Nussbaumer. Valentin Nussbaumer, après un premier tiers équilibré, vous encaissez 4 buts dans la deuxième période. Comment vous analysez ce tir-là? Écoute, c'était assez compliqué. On n'a pas eu de chance parce que je pense qu'on a quand même créé pas mal d'occasions. Puis en contre, on a reçu ces goals qui nous ont fait mal, mais ouais, écoute, c'est le hockey. Est-ce qu'on peut dire que le HC Bienne était peut-être trop offensif ce soir? Je pense pas qu'on peut dire ça. Je pense qu'on a eu des bonnes occasions, puis peut-être des fois du manque d'attention, mais je pense pas qu'on était trop offensif. On a toujours été une équipe comme ça. On aime créer de l'offensive, on aime créer des choses avec nos défenseurs, on aime bouger le puck. Du coup, je pense pas qu'on était trop défensif. Sur les 5 derniers matchs, là, vous encaissez 24 buts. C'est beaucoup trop, évidemment. Comment vous l'expliquez? Ouais, c'est le hockey. Écoute, c'est comme ça. Je pense qu'on a un peu une période à mou, là. Mais on est très bon, là. On est une belle équipe. On se soutient tous dans le vestiaire. Puis je pense que l'important, c'est de bien continuer à jouer, à s'entraîner fort. On a un match dimanche, là, contre Lausanne. Ce sera à nous rattraper, là. Merci beaucoup. Merci. On va voir ce que ça va donner, évidemment, face aux Lausannois. On va passer maintenant à la rencontre entre Rapperswil et Langnau. Ça avait été très, très serré du côté de l'Île-Fils la dernière fois. Rapperswil qui s'était imposé d'un petit but. Ça a été serré aussi, là, du côté du canton de Saint-Gall, dans un match, on le rappelle, à 6 points entre les deux formations. On va commencer avec une séquence assez particulière qui arrive au hockey sur glace. On a la 5e minute de jeu. Et le puck, on va entendre qu'il va faire pim pim, le bruit qu'adore Stéphane, puisqu'il va toucher les deux poteaux, messieurs. Et on va le voir sur l'image aérienne. On va voir que ce puck va flirter avec la ligne. Et Stéphane, tu vas nous expliquer pourquoi on n'a pas accordé le but. On n'a pas accordé le but parce que le puck est dans les airs. Et comme l'angle de la caméra au-dessus est incliné, elle n'est pas directement au-dessus de la barre, puis c'est un plan incliné. Lorsque le puck est dans les airs, on peut croire qu'il a traversé la ligne alors que c'est faux. Cette ligne-là, les lignes que vous voyez sur la glace ne sont effectives, ne sont prises en compte que si le puck est à plat sur la glace. On va le revoir. Et là, le puck revoir. est dans les airs. Regardez bien, ça va donner l'impression à un certain moment que le puck a traversé la ligne. C'est simplement en raison du plan incliné. C'est un effet d'optique. Regardez, ce poteau, le puck passe au-dessus de la jambière du gardien, il est dans les airs. Et si vous regardez bien, à un certain moment, on peut croire qu'il traverse la ligne. Juste maintenant, vous voyez, hop, mais c'est en raison du plan incliné et le puck n'est pas totalement... Quand on voit les réactions des joueurs, on comprend aussi qu'il n'y avait aucun doute là-dessus, que c'était pas goal. Mais l'année dernière, vous vous souvenez, il y avait une grosse polémique là-dessus. Sur les réseaux sociaux, tout le monde avait sorti le truc. Non, c'est que la caméra elle a un plan incliné. Donc, si le puck est dans les airs, ça vous donne l'impression qu'il a traversé alors qu'il n'a pas traversé. Écoute, un puck en l'air, c'est pas comme un ballon de faute qui peut donner une trajectoire. Ouais. Un puck, c'est Guéradet, monsieur Salmon, ting, ting, dehors.
Non, mais c'est sûr. Là, on voit qu'il fait la parabole, mais c'est justement ce truc-là. Ouais. Il y a ceux qui disent, ouais, c'est un petit peu le coup franc à Ronaldo, ça pourrait faire. Ben non, pas qu'un puck. Exactement. Ça se fait pas. Il est rentré, il est ressorti Ouais, c'est du ça, il tourne tellement vite sur lui-même qu'il arrive à... Non, ben C'est non. vrai que s'il chope les 2 poteaux, techniquement, il ne peut pas être dedans. C'est compliqué. C'est exactement c'est ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est C'est pas vrai que là, c'est un. Si vous voyez un effet- puck rentrer dans le but et ressortir tout seul, ce n'est pas possible. Sauf bien sûr s'il a touché la barre du fond, mais en général, hein, Stéphane, pas de problème. Mais d'une manière comme ça, Voilà. on n'a jamais vu ça. J'en ai tellement fait. Même des Wayne vidéos. Gretzky l'a essayé une fois, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On est d'accord. Le 1-0 va être marqué par Langnau. Là, tu te dis quand même, t'es joueur de Rapperswil, tu te dis après 20 minutes, sérieux, on n'a quand même pas de chance. 1-0, Robbie Earl, 7e minute de jeu. Et les Emmentalois qui vont ouvrir le score, avec là aussi un petit puck qui traîne. Et puis, légèrement en retard sur l'action, non, je plaisante, qui vient en deuxième rideau, Robbie Earl, qui va marquer. Il faisait la carotte, il s'était trompé de sens, mais il arrive en retard, c'est ça. Non, mais tant mieux pour lui. Non, mais Egli se fait surprendre par derrière, là, puis c'est lui qui perd son duel sur la séquence, puis C'est le c'est jeune. Robbie Earl qui en profite. La passe, c'est le jeune Kaijo Weibel, un jeune de 20 ans, né en 2000, même année que Mika Henauer et Valentin Très Musbaumer. bon patineur, très rapide. Oui, petit joueur, mais très rapide. Donc, tu as parlé d'Egli, c'est lui qui va égaliser la révélation défensive ou défenseur-offensive de la saison passée. Ouais. Il va marquer l'égalisation. C'est un boulet de canon. Donc, magnifique tir frappé sur réception. Puis, je pense qu'il y avait un petit peu de trafic devant. Là. Un défenseur à caractère offensif qui est très en demande, semble-t-il, le jeune Egli. Oui, avec le 2-1 signé Blazer, c'est Langnau qui va reprendre une nouvelle fois l'avantage dans cette rencontre. Avec un puck qui sort en but. Est-ce qu'il a été dévié ou pas? Comme on dit dans le langage du hockey, c'était un muffin dans la ligne bleue. Et puis que le puck était papillonnant, un muffin, et puis finalement, il a fini au fond. Avec le 2-2 signé de l'inévitable Tchervenka. Est-ce que c'est Tchervenka et Clark qui vont finalement donner cette victoire à Rapperswil? On verra après. Ce qu'il faut noter, la passe du défenseur, hein, excellent travail de Yelovac, hein, si je me trompe. Ouais. Magnifique. Et la Tchervenka, passeur sur le premier but, scoreur sur le deuxième. Et je crois qu'on a laissé le suspense de côté en début d'émission. Hein. C'est de nouveau monsieur qui sera... Il est grand, ce Yelovac, il a l'air d'une tour de contrôle en défense. Hein? Ah, lui, il a les longs pieds aussi, hein, mais il manie bien, il est bien sur ses pattes. Lausannois aussi, il vient faire pour moi Lausanne. Villard. Il y a de Villard à la base. Villard à la base, mais il a joué ses juniors, une partie de ses juniors à Lausanne. Il y en a beaucoup, hein? Un peu partout éparpillés dans la Ligue. Il n'y a pas beaucoup à Lausanne. Mais ils ont oublié de les garder. Les Fribourgeois aussi. C'est vrai. Bon, oui, c'est trop drôle. drôle. De toute façon, ils les donnent un peu à gauche et à droite. Hein, mais bon, à part ça, pour être plus sérieux, on a vu les étrangers faire la différence et on va le voir une nouvelle fois en prolongation puisque c'est Clark qui va donner la victoire à Rapperswil. On le rappelle, du côté de Langnau, on a Earl, on a Maxwell. Enfin, on est un peu limité dans ce domaine-là. Puis là, en plus, il y a un Emmentalois qui a perdu sa crosse et finalement Clark qui va pouvoir aller tromper Pounenovs pour donner la victoire à Rapperswil. Et là, si on regarde ça, Tchervenka a réussi à garder le puck. C'est comme si le puck lui collait sur la palette. Puis non seulement quand il savait qu'il avait fait prendre une pénalité à l'autre équipe, il a senti le coup, il est resté un peu derrière, puis il était patient. Puis là, c'est là qu'il donne magnifique passe à Clark qui en profite. Ça aussi, c'est un muffin. Hein? Ça, c'est un beau tir de Robert raté. Regardez ça. Non de bleu. C'est incroyable. Il rate complètement son affaire. C'est à cause de ça qu'il bat le gardien. Hein? Parce absolument. Que le puck est parti. Un pétard mouillé. Mais en même temps, les tirs du back-end sont impossibles à lire. En plus, un puck qui roule, on dit toujours qu'il faut le shooter parce que c'est impossible de deviner la trajectoire ou de l'anticiper. Puis Clark savait qu'il avait loupé son truc. Il n'a pas fait le malin. Hein. Quand il a marqué, vous avez vu, il a joué discret à l'heure de 0. Puis un joueur sur deux aussi, quand il shoot en vert, il ne sait pas où ça va aller. Hein? Ça, c'est une autre histoire. Les cannes courbées, hein? C'est la contrôler. Ça dépend. Malguin, je pense qu'il savait où elle allait aller le dernier match là, à la Vaudoise Arena. Mais ce qui est sûr, c'est que Geyser aussi. Ouais, Clark a donné donc des la joueurs, victoire pas des bons. à Rapperswil. Messieurs, il reste encore un match qu'on va passer sous la loupe. Ce soir, c'est la rencontre entre Lugano et Davos. C'était le retour de Lugano à la compétition quand même, hein, oui. Après sa période de quarantaine. Complètement fou de dire ça en même temps, hein, mais c'est comme ça, voilà, il faut s'y habituer. Et puis on va voir l'ouverture du score, 20e minute de jeu. On va retrouver qui? Un des hommes qui était déjà en forme avant la période de quarantaine, c'est bien sûr Dario Burgler qui va ouvrir le score à 5 contre 4
Assist de Kourachev. Oula! On l'a entendu depuis ici. Hein? Ting! Depuis le Tessin, on l'a entendu. Ça, c'est bon. Ting, de top shelf, tir sur réception. C'est un shooter aussi. C'est un gars qu'on parle pas tant que ça, mais c'est tout un shooter. Regardez, tir sur réception. Mais Kourachev, la passe qui lui sert, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de la sortir, celle-là. Piccolo Fazzini. Est-ce qu'on peut dire qu'il revit, Fazzini, depuis qu'un certain Serge Pelletier est arrivé quand même du côté du Tessin? 2-0. Assist d'un certain Arco Bello. C'est clair que Fazzini, si vous le faites jouer dans le 4e trio, Stéphane, ça ne met pas forcément en avant ses qualités, on va dire. Il faut qu'il joue avec un passeur. S'il joue avec un bon passeur, Piccolo Fazzini, il va vous faire mal. C'est un shooter aussi, c'est comme Burglas, c'est un droitier. Et c'est un buteur. C'est un buteur. C'est un joueur unidimensionnel, offensif. Et si tu le sers bien, il va te marquer des buts. Ouais, donc tu ne le fais pas jouer dans le 4e bloc. Par exemple. Simon Knack qui va réduire le score, le 2-1. Toute la négation de Simon. Ouais, celui-là, il est mérité parce qu'il a travaillé fort. Simon Knack qui marque son 2e de la saison, joué 9 minutes, il commence à avoir un petit peu plus de responsabilité, plus de temps de glace. Puis ça fait extrêmement plaisir de voir un jeune comme ça qui... 18 ans. C'est ça. Tu vois Le Foll qui essaye de le pousser. Pas facile de le déplacer. Hein, c'est un homme, hein? C'est un gros gabarit. Il fait presque 90 kilos. Hein? 1m88, 90 kilos. Donc, c'est déjà un homme. Donc, il a 18 ans, mais physiquement, il est mature. C'est ce qui lui permet de jouer à Une des qualités dominantes en anglais, on dit c'est son grit, puis sa capacité à être extrêmement fort en protection de puck, mais aussi sur le puck. Tu dis qu'il mesure combien, Simon Knack? 88, 89 kilos. Ouais, il ne m'avait pas impressionné au championnat du monde. J'ai regardé l'année passée au U20. J'étais un peu déçu parce qu'on nous le montrait. C'est lui qui doit leader bientôt ces 20, là. Ouais. Mais il avait 17 ans. Oui, absolument. On a tellement parlé que moi, là, j'arrive, je regarde. Je m'attendais à plus. C'est pour ça que je suis content de le voir arriver maintenant à Davos et puis qu'il performe. Il y a une chose qui est à noter. Là. Il y a très peu de joueurs en équipe de Suisse U20 qui paraissent bien dans ce tournoi. Donc, moi, je suis désolé, sur les dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui ont bien paru. C'est ça. Sur la scène internationale. Ouais, tu ressors rarement avec un upgrade. Oui, je crois que l'année passée, on il avait 17 ans. C'est pas un gars pour faire le jeu. C'est un grinder. C'est un joueur qui travaille fort, etc. C'est pas un gars qui a un sens du jeu extraordinaire. C'est pas un gars qui va être flashy. Il va marquer des buts au pic, à l'appel, à la pioche, comme ça, toute sa carrière. Voilà. 1m88, tout ça pour dire que c'est un petit bébé à côté de ce monsieur-là. Parce qu'un 1m88, si vous voulez, il croise un type d'1m88, il penche la tête en bas pour le voir. C'est celui qui va faire la petite déviation devant le goal. Je parlais de Joe Thornton, qui marque son premier but dans le championnat. C'est 1m93 celui-là, 1m94 et 100 kg. Un grand bonhomme. Il laisse pas sa place au... Il laisse pas sa place au restaurant. On n'aimera pas de... Quand il est devant le but... Il a une capacité à battre les joueurs en 1 contre 1 pour prendre l'intérieur tout le temps. Et ça, c'est... Il n'a pas cross-out, là, Steph? Non, il est en bas en dessous de la barre transversale. Le tir de Nygren est très puissant aussi. Évidemment, on ne présente plus Joe Thornton. Et Reto Souris va marquer. Regardez, on est à 5 contre 5. C'est la fin de la punition. Le Davosien revient. Et Reto Souris va marquer. Une fois avec le poteau, une fois avec le patin. On allait voir la vidéo. Et là, messieurs... On va l'accorder, Stéphanie, tout de suite. Good goal. Oui, et s'il touche le patin, mais il n'y a pas de geste accidentel. Il veut le reprendre avec la canne, regardez bien. Là, il est chanceux. Elle dévie sur le patin du défenseur, il la pousse avec la canne, ensuite elle revient sur son patin. Il n'y a pas de geste, c'est totalement accidentel. Parce que messieurs Mollard et Lemlin ont mais double. Ça, c'est une erreur de placement du défenseur parce que souvent, sur des séquences comme ça, on veut que le défenseur se place soit au 2e poteau ou soit au 1er poteau, mais jamais en plein milieu parce que si ça dévie sur le patin, c'est dangereux pour le gardien. On allait voir la vidéo, en effet, sur cette essai. On voit une nouvelle fois que c'est bien le patin. Et la décision arbitrale de valider le but. On se dit que Lugano va tenir, mais regardez, il reste quelques petites secondes. On tente le tout pour le tout du côté d'Avosia. Et à 2 secondes exactement, ce puck qui va revenir sur le bâton d'un certain Nygren. Oh, une bombe échoussée et c'est l'égalisation pour Davos. Il ne s'est pas posé de questions. Hein. Il a armé. Il a mis heureusement qu'il n'y avait personne dans la trajectoire. Hein. Ça aurait pu faire mal, mais... regardez la Thornton, là. Il a eu faim de partir, là. Thornton, il met le puck dans le paquet. Le long de la bande, il sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il met le puck sur la cage. Il touche au gardien, un rebond parfait. Vous avez 3 joueurs de Lugano qui sont devant le but. Et là, Volven, très exubérant. Il sait qu'il vient d'aller chercher au moins 1 point. La petite tape au cul, mais finalement, c'est Arco Bello. Regardez, tout d'abord, il tire au-dessus. Il va récupérer le puck.
qui va lui revenir. Petit relais. Hop, voilà. Tout d'abord, Arcobello, il rate une chance. Il n'en rate pas souvent, mais il faut regarder sur la séquence. Il est sorti de la zone pour se faire oublier puis se créer de l'espace, puis il est rentré. Puis là, quand tu as le temps, tu donnes du temps comme ça à un des meilleurs étrangers de la Ligue, ça fait mal. Facile. En dessous du bras, c'est ce qu'il visait, hein? Moi, là, il y a des images là, qui me font plaisir. Alors, Arcobello, là, on voit, il est content, c'est super. Mais Thornton, c'est un des derniers dinosaures en NHL, là, plus de 1500 points, là, je sais pas quoi, 40 ans. Il vient jouer à Davos parce qu'il aime le hockey, il marque et il est heureux comme un gosse. Et ça, c'est beau. 40 balais, il a tout. Non, il n'a pas gagné de coupe, hein? C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut, on en a à Toronto. On est d'accord, mais il aime le hockey, puis moi, ça me fait plaisir quand je vois ça. Il faut montrer aux gens ça. Ce gars, il n'est pas rassasié encore. Génial! Il a ralenti, honnêtement, là, on le voit. Oui, mais bien sûr, c'est pas le 2000. Ça prend une hygiène de vie quand même. Hein. On a parlé d'Ingoy, ça prend une hygiène de vie pour aller jusque-là. Cumuler les matchs, les saisons à 100 matchs. C'est un passeur, c'est un gars qui fait travailler le puck pour lui. Donc, il a un sens de l'anticipation puis du placement qui est hors norme. Puis c'est ce qui fait qu'il est capable de jouer à quoi, 41, 41, je pense qu'il a 41 ans. Et puis en plus, on lui laisse un peu de temps parce qu'il n'y a personne qui ose le toucher depuis qu'il a... Ça, c'est une autre théorie. C'est vrai que... Excuse-moi, Joe. Allez, messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile, il faisait son retour dans la cage bernoise ce soir. Il s'agit du portier Tony Carounon. Tony Carounon, finalement, qui a fait un bon match, Stéphane, parce que 29 arrêts ce soir. Il a dû faire le boulot face à Bienne. Il est très bon depuis le début de l'année, Carounon. Depuis qu'il est arrivé à Berne, il fait un excellent travail. Ce soir, Bienne a eu d'excellentes chances de marquer. Ils ont été peut-être un peu maladroits, mais ils se sont butés à un excellent gardien de l'autre côté. Un blanchissage, il faut toujours donner 29 tirs. Il faut toujours donner du crédit au gardien. La 2e étoile de la soirée, il s'agit de Ryan McLeod qui marque ses premiers buts. Premier doublé pour lui en Suisse, Doug. Puis ça, c'est un joueur, voilà, jeune joueur du côté de Zug. On sait, c'était un peu un pari finalement aussi. Je ne sais pas si c'était un pari, mais il a été très opportuniste ce soir. Il a ramassé beaucoup de pucks, ce qu'on dit sur le fly, avec beaucoup de vitesse, puis il s'est créé ses chances. Donc, 2 premiers goals, c'est un joueur qu'on apprend gentiment à découvrir, qui a fait le job. 21 ans. Il fait une belle semaine pour la première étoile. Il a réussi à doubler ce soir. Antoine Clousset, Christophe Berchi, qui revit véritablement dans cette double confrontation face à André. Oui, alors là, double confrontation, 3 points, c'est sûr, c'est bien. On est étonné du peu de temps de jeu quand même. Parce que c'est pas seulement un buteur, c'est quelqu'un qui prend de la place sur la glace. On l'a vu l'année passée, beaucoup de pénalités ont été sifflées contre lui. C'est les pénalités contre l'équipe adverse, mais sur lui. Des buts, c'est un joueur qui est complet. Et peu de temps de jeu quand même, mais alors Doug l'a dit en début d'émission, puis maintenant on met 2 buts en plus en 3 shoots, donc il a des stats qui sont géniales. Tant mieux pour lui. Ça va être difficile de dire qu'on ne veut plus vraiment le garder du côté de Lausanne, puisqu'il y avait eu des bruits comme ça pendant toute une période, des rumeurs début de saison encore. Ouais, il aurait été proposé à Bienne, semble-t-il, entre autres, en échange de Radgeb, mais il paraît que Martin Steinegger aurait refusé la transaction. C'est la rumeur urbaine qui court, qui semble assez fondée. Mais la nouvelle gestion à Lausanne, si on pense améliorer l'équipe, c'est pas qu'on n'aime pas Berchi. Peut-être qu'on aurait voulu aller chercher un autre type de joueur en échange. Mais Lausanne est toujours actif sur le marché des transactions et Berchi est toujours à Lausanne. Et c'est un joueur que j'apprécie moi aussi énormément. À voir ce que ça va donner pour les prochaines journées ou les prochaines semaines par rapport évidemment à toute l'histoire du Covid. Allez, messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée de National League. Il y avait 5 matchs au programme. Il y a 2 rencontres qui se sont terminées après prolongation et 2 gifles. La gifle reçue par Bienne du côté de Berne 6-0. La victoire donc de Rapperswil après prolongation 3-2 comme celle de Lugano 4-3. Lausanne s'impose 3-2 et Zug réalise le carton de la soirée face à Zurich. Zug, leader. 7 matchs disputés, 17 points avec Lausanne, également un match de plus. On retrouve les ZSC Lions tout de même avec 15 points, mais attention, 9 matchs. Regardez, Fribourg-Gotteron est toujours dans les 4-5. Ils étaient 4e, là ils sont 5e. Ils n'ont disputé que 4 matchs et 9 points. Genève un match de plus. Donc voilà, je vous laisse prendre connaissance de ce classement, mais
vu le nombre de différences de matchs disputés, il est véritablement très boiteux. On va voir également ce qui s'est passé du côté de la Swiss League. Puisqu'on jouait du côté de la Swiss League ce soir, la victoire 3-2. Mais oui, les Ticino Rockets face à la Chaux-de-Fonds. La rencontre entre Viège et les Gateshead Lions est reportée, tout comme la rencontre du reste, les prochaines rencontres de Viège. 4-3, Langenthal s'impose face à Holton et 2 autres rencontres ont été reportées. Là aussi, à Joie, ça veut rien dire. Gary qui était sur notre plateau mardi passé, ça fait quoi? Bientôt 3 semaines qu'ils n'ont plus joué un match, quelque chose comme ça. Avec 10 points, 14 Cloton, Turgovie aussi, on retrouve Sierre, à Joie, on l'a dit. Puis à la suite de cette défaite, la Chaux-de-Fonds est 7e avec 10 points. On arrive à la fin de cette soirée de hockey sur glace. On va remercier nos invités Antoine Desclous et Doug Boulanger. Stéphane, retour mardi pour le prochain studio. On croise les doigts, on va voir comment va se passer le week-end. Restez chez vous, s'il vous plaît, ce week-end. Regardez MySport, je ne sais pas si vous avez loupé la soirée, etc. Et puis on se donne rendez-vous mardi pour la rencontre entre Lausanne et Lugano à 19h25. Ça sera notre match studio. Merci à toute l'équipe pour l'excellente réalisation de cette émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye.